Le 27 février 2000, une femme disparaît à Toulouse. Son mari, Jacques Viguier, ne va pas vraiment s'inquiéter dans les premiers jours et puis il se fera aider de son ami Olivier pour la retrouver. Mais Suzanne avait un secret. Elle sortait aussi avec Olivier. Lançons-nous maintenant dans la triste histoire de Suzanne Viguier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai commencé cette vidéo juste pour vous demander de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, c'est vraiment super important pour que la chaîne puisse progresser. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Nous allons parler de Suzanne Blanche, de son nom de jeune fille, qui est née le 27 novembre 1961 dans une ville française à Aurillac dans le Massif central. Elle va vivre son enfance là-bas avec sa mère, Claude Petit, Hélène Blanche, sa grande sœur, et Carole, sa demi-sœur. Suzanne va faire de bonnes études à l'université de Toulouse et aura un prof de droit qui se nomme Jacques Viguier. Ce professeur aura un grand impact dans sa vie vu qu'il va devenir son mari. Jacques, lui, est né le 16 octobre 1957 à Toulouse. Les deux vont se marier le 20 août 1988 à Toulouse aussi. Après ses études et son mariage, Suzanne va devenir professeure de danse. Elle va monter des spectacles et caler des chorégraphies pour un cabaret transformiste à Toulouse. Le couple semble aller très bien, ils vont même avoir 3 enfants, Clémence qui aura 11 ans dans les années 2000 et Guillaume et Nicolas qui ont 8 ans dans les années 2000 et ils sont frères jumeaux. Ils vivent tous ensemble dans un joli pavillon toulousien dans le quartier de l'Ormeau. Petit à petit, les choses vont aller de moins en moins bien entre Jacques et Suzanne parce que Suzanne va apprendre que Jacques la trompe avec des jeunes étudiantes à qui il donne cours, toujours à l'université de Toulouse. Et à partir de 1995, ils vont commencer à faire chambre à part et Suzanne dormira sur un petit clic-clac. Petit à petit, Jacques va devenir de plus en plus violent avec Suzanne et donc elle va devenir victime de violences conjugales. Elle ne dira rien et elle ne fera rien parce qu'elle veut protéger ses enfants et maintenir une sorte d'équilibre dans leur vie de couple. En juillet 1998, Suzanne va faire la connaissance d'Olivier Durandet. Olivier, c'est un homme de 31 ans, donc il est plus jeune que Suzanne, et il est extrêmement gentil, il est très doux avec elle, et petit à petit, ils vont se rapprocher. Olivier va devenir un ami de la famille, Suzanne et Olivier vont devenir amants. Et puis en fin février de l'année 2000, Suzanne va décider de divorcer avec Jacques. Donc elle va commencer à faire la procédure de divorce et va vouloir le dire à Jacques. Tout ça pour se mettre avec Olivier, avec qui elle s'entend vraiment bien et elle imagine un vrai avenir avec lui. Surtout que les enfants de Suzanne, donc ses 3 enfants, s'entendent très bien aussi avec Olivier, donc ce serait vraiment parfait pour elle. Le problème, c'est qu'à partir du 27 février 2000, on ne retrouvera plus la trace de Suzanne. Donc on ne sait pas si Suzanne avait annoncé ou pas à son mari l'envie qu'elle avait de divorcer. Très tôt le matin, le 27 février de l'année 2000, Suzanne a été voir Olivier à 4h30 du matin. C'était aussitôt parce qu'en fait, elle revenait d'un concours de tarot. Donc Suzanne a vu Olivier et puis elle lui a dit qu'elle allait rentrer chez elle pour dormir. Apparemment vers 10h du matin, Jacques, le mari de Suzanne, aurait vu son épouse étendue sur le clic-clac en train de dormir, mais le problème c'est que Jacques ne s'est pas vraiment confirmé que c'était bel et bien sa femme parce que peut-être qu'il s'agissait aussi de leur fille. En même temps, vers 10h, le père de Jacques serait venu chercher ses enfants pour que les enfants puissent passer le déjeuner avec leurs grands-parents. Jacques était censé aller manger avec eux aussi et donc à 10h45, il va appeler son père pour lui dire qu'il sera peut-être un petit peu en retard. Finalement, il ne sera pas en retard, mais cet appel est quand même assez bizarre. Du côté d'Olivier maintenant, donc l'amant de Suzanne, à 13h45, il attendait un appel de Suzanne. C'était normal, quasiment tous les jours à 13h45, il s'appelait. Et même que souvent, Suzanne mettait un petit réveil pour lui rappeler qu'à 13h45, c'était l'heure d'appeler Olivier. Ce jour-là, Olivier attend son appel, mais elle n'appellera jamais. Et donc Olivier va commencer à s'inquiéter, mais il sait pas quoi faire, il peut pas appeler Jacques, il est pas censé recevoir d'appel de Suzanne, donc il ne fait pas grand chose mais il est quand même assez inquiet. Finalement, le soir du 27 février, Jacques rentrera chez lui après avoir été manger avec ses parents et la porte de la maison sera fermée à clé. Donc il se dira que Suzanne n'est pas là. Effectivement, Suzanne n'est pas dans la maison, mais il ne va pas s'inquiéter plus que ça et il va aller dormir tout bonnement. Finalement, le 28 février au matin, Jacques va appeler Olivier. Il appelle Olivier parce que c'est un très bon ami de la famille, comme je l'ai dit, et aussi parce qu'Olivier est très inquiet. Et donc, Jacques va proposer à Olivier de l'aider à fouiller la maison pour pouvoir trouver des indices sur où serait partie Suzanne. En fouillant la maison, ils vont retrouver les lunettes de Suzanne ainsi que le liquide dans lequel elle est censée mettre ses lentilles. Les lentilles n'étaient pas là, mais le liquide était là. Donc, ça veut dire que Suzanne a mis ses lentilles pour partir et qu'elle comptait revenir parce qu'elle n'aurait pas pu les enlever autre part. Olivier,
qui est le dernier à l'avoir vue, remarque que les vêtements que Suzanne portait ainsi que ses bijoux sont dans sa maison. Donc ça veut dire que après qu'elle soit partie de chez Olivier à 4h30 du matin, elle est bel et bien rentrée chez elle et s'est même changée. Il va aussi remarquer que le réveil de Suzanne est calé sur 13h45, donc elle comptait bel et bien appeler Olivier à 13h45. Donc les deux hommes ne vont strictement rien faire et 2 nuits vont passer. Le 1er mars 2000, donc 3 jours après la disparition de Suzanne, Jacques va enfin aller à la police pour reporter la disparition de sa femme. Quelques heures plus tard, Olivier va faire la même chose. Le commissariat de l'Ormeau à Toulouse va lancer un avis de recherche mais ne va pas faire grand chose de plus. Et donc le 8 mars, Jacques va retourner au poste de police et va porter plainte contre X pour enlèvement et séquestration de sa femme. Juste après qu'il ait été chez la police, vers 14h30, il va rentrer chez lui et donc il va tout cleaner chez lui. Dans son grand ménage, Jacques va laver les draps qui appartiennent à Suzanne et il va prendre le matelas du clic-clac, là où dormait Suzanne, et va le mettre aux ordures. C'est vraiment un comportement très bizarre et Jacques a tout simplement un comportement très bizarre vis-à-vis de cette histoire et la police va commencer à un petit peu le soupçonner. La police va donc convoquer Jacques le 10 mars 2000 au poste de police et vont lui demander s'il est d'accord pour qu'on fouille sa maison. Jacques, sans pression, il va dire oui. Aucun souci. La police scientifique va donc se rendre au domicile des Viguier et vont voir quelques petites taches de sang de quelques millimètres. Ils vont trouver ces traces de sang dans la salle de bain, dans la cage d'escalier et au rez-de-chaussée. Ils vont aussi constater qu'il manque le matelas dans la chambre où dormait Suzanne. Après ça, le commissaire de police va appeler le juge d'instruction et Jacques va être mis en garde à vue. Après ça, la police va retourner au domicile des Viguier et ils vont commencer à faire une perquisition. Ils vont trouver le sac à main de Suzanne qui a été caché dans une armoire. Ça aussi c'est très bizarre parce que Jacques, son mari, avait indiqué à la police que Suzanne était partie avec son sac à main. Dans le sac à main, on va trouver un trousseau de clés, mais pas le portefeuille de Suzanne. Et on va retrouver des documents qui sont en fait un formulaire pour commencer une procédure de divorce et ce formulaire sera caché dans la voiture de Suzanne sous la roue de secours. Donc est-ce que Suzanne avait peur que Jacques tombe dessus ou est-ce que c'est Jacques qui l'a caché pour pas que la police tombe dessus? On ne sait pas. L'enquête va continuer et la police va se rendre compte que Suzanne avait en fait rendez-vous avec son avocat pour le divorce le 28 février, donc le lendemain de sa disparition. Le 13 mars, donc 2 jours après qu'on ait retrouvé le sac à main de Suzanne, il y a la police qui va déposer un portefeuille qu'ils ont trouvé sur la voie publique aux objets trouvés de la police. Les policiers de la section des objets trouvés va regarder dans le portefeuille et va voir que ça appartient à Suzanne Viguier. Or, la police qui est sur l'enquête ne va jamais avoir cette information. Une fois en garde à vue, Jacques va déclarer qu'il ne savait pas du tout que sa femme avait des relations avec Olivier. Il dit qu'il l'a appris seulement par les policiers une fois qu'il était emprisonné chez eux. La police qui s'occupe de cette affaire va lancer un appel à témoins et on en aura un seul, malheureusement, qui ne va pas vraiment porter ses fruits. C'est un chauffeur de taxi qui va en fait expliquer à la police qu'il aurait pris une femme dans son taxi le même jour de la disparition de Suzanne et cette femme serait partie donc de la même rue où habitent les Viguier mais au numéro 21 alors que Suzanne habite au numéro 19. Les policiers vont un peu plus s'enquêter et on va vite se rendre compte que la description que donne le chauffeur de taxi de cette femme ne représente pas du tout Suzanne. Donc ce témoignage tombera très vite à l'eau. 2 mois plus tard, le juge va décider que Jacques a de grandes chances d'être l'assassin de sa femme, Suzanne, et va décider de le mettre en détention provisoire. Normalement, la détention provisoire, ça permet à la police d'avoir le temps d'avoir assez de preuves pour organiser le procès. Or, la police n'aura pas eu assez de temps et donc le 15 février 2001, Jacques va être libéré. Pourtant, des années plus tard, il va bel et bien y avoir un procès. Il se fera en 2009 et à Toulouse. Le procès devait dans un premier lieu avoir lieu en 2008, mais il paraît que Jacques n'allait vraiment pas bien psychologiquement. Il avait des gros problèmes de dépression. Les psychiatres ont dit que ce n'était pas possible pour lui d'affronter un procès en ce moment vu son état mental. Donc le procès s'est finalement fait en avril 2009. À ce moment-là, on dit que Jacques était bourré de médicaments pour qu'il puisse tenir le coup pendant son procès parce qu'il vivait une passe vraiment difficile et il supportait pas qu'il y ait autant d'attention sur lui et qu'on le désigne en tant que meurtrier. Et le principal accusateur, c'est Olivier. Olivier est sûr de la culpabilité de Jacques. Aux côtés d'Olivier, on avait aussi les 2 sœurs de Suzanne qui étaient aussi totalement sûres de la culpabilité de Jacques. Moi, ma recherche, elle est pas d'ordre judiciaire, elle est dans la recherche du corps de Suzy pour qu'enfin des gens puissent faire le deuil
et poser des fleurs sur sa tombe. Pendant le procès, tout semble accuser Jacques. Et d'ailleurs, la police avait vraiment pris son temps pour récolter assez d'informations et assez de preuves pour vraiment arriver à faire tomber Jacques. Le problème, c'est que pas de corps, pas de crime. C'est vraiment un vrai souci qu'on a dans la justice française, mais surtout américaine aussi. Il y a des États où si on retrouve pas le corps, il n'y a même pas de procès qui peuvent se faire. Jacques n'a pas non plus avoué, donc il n'y avait vraiment rien qui pouvait l'incriminer réellement, et donc il a été acquitté. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, mes avocats, le jury, tous mes amis. À la surprise générale, il sort libre aux bras de ses 3 enfants qui l'ont toujours défendu. Jacques est reconnu innocent, mais en 2009, le parquet va tout de même lancer un appel pour qu'on puisse rejuger Jacques. Le parquet, c'est ceux qui représentent vraiment l'intérêt public. Selon eux, l'intérêt public était de rejuger Jacques parce qu'il était peut-être une personne dangereuse. Ça va faire 10 ans que votre vie est un enfer. Oui et non, parce qu'il faut arriver à prendre une certaine forme de détachement, en particulier ce qui a été dit sur moi, sur ce qui a été souvent une diffamation, etc. Donc bon, on finit par prendre patience. Le procès aura cette fois lieu à Albi. Et le premier jour se passera le 1er mars 2010. À 14 h, Jacques Viguier arrive au palais de justice, entouré de ses 2 avocats. À sa droite, le Toulousain Jacques Lévy. À sa gauche, un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, l'avocat aux 75 acquittements, dont son surnom dans le milieu, Acquittator. Déclaration ? Pas de déclaration à la presse. C'est un très long procès qui va durer 3 semaines. Je vais essayer de vous résumer au mieux ces 3 semaines, mais je ne vais pas pouvoir aller dans les détails. Vous verrez dans la barre de description, il y a un super documentaire que j'ai trouvé résumant le procès, qui dure 50 minutes je pense. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller le voir. Il faut savoir que pendant le procès, malgré plusieurs choses qui vont ressortir contre Jacques Viguier, il va énormément se faire aimer des médias et les gens vont vraiment commencer à prendre parti pour Jacques. Le fait que Jacques Viguier soit autant adoré par tout le monde, ça va vraiment faire plaisir à ses enfants, à ses 3 enfants, ainsi qu'à la mère de Suzanne. C'est assez fou en fait parce que la mère de Suzanne, elle est persuadée que son gendre est innocent et donc elle le soutient énormément. Ça n'allait plus dans le couple, les enfants, ça ne m'occupe pas du tout. Et je lui ai dit, tu n'assumes, je me rappelle lui avoir dit, tu n'assumes ni ton rôle d'épouse, ni ton rôle de mère. Elle est sortie en boîte avec sa sœur en faisant la Java, et pendant ce temps, c'est le mari qui gardait les 3 gosses. Attendez, je peux pas admettre, moi. Donc pendant ce procès, on a appris que Jacques trompait lui aussi sa femme avec des étudiantes qui étaient dans son cours à l'université. Justement, les maîtresses de Jacques ont témoigné et elles ont justement expliqué à quel point c'était un homme doux, tout aux petits soins pour elle, etc. Et ça a d'ailleurs mis un petit peu mal à l'aise les gens dans le public. Une amie de Suzanne, qui était aussi professeure de danse avec elle, est venue témoigner à la barre et elle a expliqué en fait que Suzanne lui avait confié que son mari la battait. D'ailleurs, un jour, elle était arrivée avec un cocard à l'œil et puis petit à petit, elle a commencé à lui expliquer qu'elle aussi se laissait plus faire et donc en fait les deux se battaient ensemble et là son ami lui a dit divorcer et que c'était juste très néfaste même pour les enfants d'avoir des parents qui se battent. Autre chose, c'est qu'on apprend que l'alibi que Jacques a donné n'est absolument pas vérifiable. Au moment où Suzanne a arrêté de donner des nouvelles, Jacques était donc chez ses parents soi-disant, mais bon, c'est pas vraiment confirmé, on sait pas trop, c'est assez flou et personne ne va jamais rien confirmer. Jacques, il va aussi se défendre par rapport au matelas qu'il a jeté aux ordures. En fait, il était vraiment énervé parce que ce matelas représentait la tromperie de sa femme avec Olivier et il aurait donc jeté le matelas comme pour jeter ce mauvais souvenir. Or, il y a un problème parce que Jacques avait expliqué que c'était seulement en garde à vue qu'il avait entendu parler pour la première fois de la liaison entre sa femme et Olivier. Et là, il va se passer quelque chose qui va tout bouleversé. En fait, la babysitter des enfants de Suzanne et Jacques va venir témoigner à la barre et là, elle va craquer et dire qu'en fait, Olivier lui avait demandé de mentir une première fois, chose qu'elle avait fait au premier procès et que cette fois-ci, elle disait la vérité et en fait, un jour où Jacques n'était pas là et que ses enfants n'étaient pas là non plus, la babysitter était venue dans le domicile des Viguier et s'était fait accompagner par Olivier. Et ça, c'est une chose très importante parce que du coup, on va comprendre que Olivier a demandé à des témoins de mentir et qu'Olivier s'est introduit dans le domicile, on ne sait pas vraiment pourquoi, et Olivier va devenir un suspect. 3e et dernière semaine du procès. Olivier Durandel, l'amant de Suzanne Viguier, doit témoigner. Dans quel état d'esprit vous arrivez aujourd'hui? Après. Il est tendu. Vous allez donner plus d'explications aujourd'hui? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Après le coup de théâtre de la semaine précédente et sa garde à vue pour subornation de témoins,
Ces explications sont très attendues. Maître Dupond-Moretti, l'avocat de Jacques Viguier, attend Olivier Durandet de pied ferme. Il a promis de le broyer selon ses propres termes. L'avocat a bien l'intention de démontrer que le principal accusateur du dossier a influencé policiers et témoins. L'amant de Suzanne Viguier passe 6 heures sur le grill. Face à Maître Dupond-Moretti, il résiste. Mieux encore, à la surprise générale, il finit par retourner la situation en sa faveur. Il reconnaît ses maladresses, mais il convainc la cour qu'il a toujours agi par amour. Même au moment où la police a été au courant, Olivier il a continué à vraiment enquêter tout seul parce qu'il voulait vraiment savoir ce qui était arrivé à la femme qu'il aimait. Là, la foule commence un petit peu à être contre Jacques. Il va commencer à penser qu'il va juste finir ses jours en prison, que la cour va être contre lui. Vous avez un regard tellement triste. Ouais, je sais pas. On se demande ce qu'il y a derrière ce regard-là d'abord. De tristesse. Ah, bah, voilà. Tristesse. De l'inquiétude pour samedi. Vous pensez à quoi là tout de suite? Moi je pense à rien, simplement à vouloir être acquitté, à vouloir être acquitté, à vouloir être acquitté. C'est tout ce que je pense. Papa, Oui. t'as rien à faire jusqu'à maintenant. Tu peux manger un peu? Et donc il commence à retomber un petit peu dans sa dépression et ça va être très difficile pour lui. Ce qui va sauver Jacques, ce sont ses enfants en fait, parce qu'ils vont aller témoigner à la cour et ces 3 enfants vont faire un témoignage très poignant et ils vont expliquer que voilà, ils connaissent leur père et que jamais il aurait pu faire une chose pareille et jamais leur père aurait pu tuer leur mère. Finalement, l'avocat d'une des sœurs de Suzanne va expliquer qu'il a demandé une autopsie et Suzanne serait en fait décédée vers 10 h du matin, donc quand Jacques était encore là. L'avocat de l'autre sœur de Suzanne, qui est aussi contre Jacques, pense que Jacques aurait tué Suzanne à 5 h du matin quand elle serait en fait rentrée de chez Olivier. Ça nous fait 2 versions différentes, mais 2 versions qui peuvent être très plausibles. Finalement, le 10 mars 2010, Jacques Viguier va apprendre qu'il est acquitté pour le meurtre de sa femme et donc il est prononcé innocent. Il y a quand même énormément de zones d'ombre, on ne sait pas du tout pourquoi il a fait ça. Par exemple, jeter le matelas, on ne sait pas pourquoi il a caché le sac, on ne sait pas pourquoi il a pas prévenu la police directement, il a pas d'alibi. C'est vraiment très bizarre comme histoire et on peut dire qu'elle est résolue parce que la justice a clôturé le dossier en disant qu'il était innocent. Par contre, le corps de Suzanne n'a jamais été retrouvé et le pire du pire, c'est que la justice s'est basée sur le fait que Suzanne était en fait folle. C'est la maman de Jacques qui va expliquer que Jacques lui téléphonait vraiment souvent. On va commencer à se dire « Ah, mais si Suzanne était folle, peut-être qu'elle s'est suicidée ou peut-être qu'elle est partie d'elle-même. » D'ailleurs, je vais vous lire un passage de ce que sa maman a dit devant le juge. Il se plaignait de sa femme qui provoque des disputes incessantes, l'humiliait en public car elle avait fini par le détester à force de lui découvrir des maîtresses. J'ai craint qu'il ne la fasse enfermer car de son côté, Suzy s'affolait. Elle disait « Je veux divorcer mais Jacques ne veut pas, j'ai peur. » Moi je trouve ça vraiment révoltant parce qu'on parle pour une personne qui est décédée et qui n'est pas là pour se défendre, donc moi je trouve ça vraiment assez facile. Un ami de Jacques, et non de Suzanne, a même témoigné à la barre pour expliquer que Suzanne n'avait plus du tout le goût de vivre à ce moment-là. Comme je le disais, on en est vite venu à la théorie du suicide ou alors du changement de vie soudain. L'histoire se termine comme ça, donc Jacques a été reconnu innocent, il vit maintenant une vie totalement normale avec ses 3 enfants. La famille de Suzanne ne pourra jamais vraiment faire le deuil de Suzanne parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, je suis vraiment triste pour elle ce soir. Je suis triste pour sa famille, je suis triste pour tous ses amis. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires, ça me ferait très plaisir et moi j'adore lire ce genre de théories et ce que vous pouvez penser de ce genre d'histoire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous ma vidéo et surtout de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!